Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce JT politique au cours duquel nous recevons sur ce plateau Maman Bachar. Maman Bachar est le coordinateur national du réseau Espérance et Gary Amadou. Gary Amadou est journaliste professionnel. Alors, chers invités, merci d'être venus malgré votre calendrier, il faut le dire, surchargé. Mesdames et messieurs, au total, 7 membres de l'opposition nigérienne ont été libérés de la prison le dimanche dernier après 10 mois de détention pour attroupement armé et non armé. Les prévenus, dont l'ex-ministre de la Santé, Soumana Sanda, militant du parti moderne FA Lumana, avait été arrêté le 14 novembre 2015, jour du retour à Niamey de l'opposant Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale qui s'était, rappelez-vous, exilé en France après avoir été mis en cause dans un présumé trafic de bébés importés du Nigeria voisin. Soumana Sanda a quitté la prison de Saï et, il faut le dire, tout le long des 60 km qui relient cette ville à Niamey, il y avait partout, il faut le souligner, des militants de son parti sortis pour l'ovationner. Au siège du parti, Soumana Sanda n'a fait que quelques minutes avant de rejoindre sa famille, sans pour dire un mot. Alors, et c'est devant les membres de sa famille qu'il a tenu à dire, je cite, « Je remercie l'ensemble des militants du moderne FA Lumana Africa et au-delà tous les Nigériens qui, durant ces 10 longs mois, nous ont apporté soutien et réconfort. Je saisis cette belle occasion pour leur dire merci et que la lutte continue. » Très populaire dans la ville de Niamey, Soumana Sanda, faut-il le préciser, est le président de la section du moderne FA Lumana de Niamey, ministre de la Santé de 2011 à 2013. Il a été élu député lors des législatives de janvier dernier, alors même qu'il était en prison. Alors, première question, Gary Amadou, c'est un véritable soulagement des militants du moderne FA Lumana et particulièrement de la classe politique nigérienne. On peut le dire. Oui, c'est clair que les militants du moderne FA Lumana sont extrêmement soulagés, extrêmement contents. C'est quand on voit l'accueil. Nous, on a la chance d'être à côté du siège du parti. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Oui, on était aux premières loges. Vraiment, on a tout vu. On a vu l'affluence qu'il y avait. Donc, franchement, ils étaient très, très, très contents. Dans la discipline, ils ont organisé l'accueil de Soumana Sanda. Franchement, leur joie était perceptible. C'était immense. Oui, elle était immense. Il faut dire que Soumana Sanda n'est pas n'importe qui, quand même, c'est le président de la coordination de Niamey. Et Niamey, c'est le fief du moderne FA Lumana. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, c'est pratiquement l'homme de Niamey concernant Lumana. C'est le moteur. Hein? Voilà, c'est le moteur. Le moteur, c'est pas membre de Niamey. Non, non. Le moteur, c'est Soumana Sanda, le président de la coordination. Donc, sa libération, forcément, c'est un coup de soulagement pour les militants. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a été élu député, donc qui va pouvoir venir, qui a purgé une peine parce qu'il avait été condamné, vous le savez très bien, n'est-ce pas? Et qui va venir occuper sa place au sein de l'Assemblée nationale où il va être extrêmement utile dans les débats parce que, comme je l'ai toujours dit, la contradiction est importante au sein du Parlement. C'est-à-dire qu'il faut que des gens puissent dire aussi, même au sein de la majorité, il faut que des gens puissent dire que ça c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est pas de façon automatique qu'on vote les lois. Non. Même si vous êtes dans la majorité que vous constatez qu'une loi n'est pas bonne, je pense que dans l'intérêt du peuple, vous pouvez dire que non. Oui, non, en tout cas, vous pouvez dire que non. Je pensais que ça c'est pas bon. Et je pense que déjà lui, le groupe parlementaire moderne Parlement, il va venir siéger au sein du Parlement et il va venir apporter sa contribution, n'est-ce pas, en tant que député. C'est une première expérience pour lui, n'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un qui est en train de construire sa personnalité politique. Vous comprenez? Parce que il s'enracine, hein? Oui, il s'enracine. C'est-à-dire qu'il est en train d'apprendre beaucoup. Et vous savez, il a été ministre, il a fait la prison. Et la prison, pour un homme politique, c'est une expérience. La prison, ça forme. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pratiquement, je peux le dire, et quand vous allez en prison, ça renforce votre CV, un homme politique. Donc, il est en train d'agrandir ça. Moi, je peux le dire, je l'ai dit déjà sur l'autre plateau, je peux me dire, c'est-à-dire que Soumana Sanda sera peut-être un jour
une alternative à Hamamoudou à la tête du modèle Faloumana. Très bien. On ne sait jamais. Très bien. Maman Bachar, on a vu l'imposant en tout cas accueil qui lui a été réservé. C'est surprenant pour vous? Bon, a priori, ça ne me surprend pas à partir de considérations que Gary vient d'évoquer tout à l'heure, mais il me semble qu'il y en a encore d'autres. Vous savez, depuis un certain temps, Niamey vit sous cette atmosphère, si vous voulez, de déguerpissement de boutiques ici et là de manière anarchique autour des marchés, des édifices publics, des écoles et autres. C'est ça qui a motivé, les militants. Oui, c'est une façon de montrer son mécontentement. Oui, non seulement ça, mais il se présente à leurs yeux, aux yeux en cas de ceux qui se sentent frustrés par ces mesures-là, comme étant une éventuelle alternative pour, disons, les rétablir dans leur dignité bafouée selon eux, puisque j'ai entendu dire, en tout cas dans les coulisses des débats, que l'opposition proposerait donc à ces déguerpis-là d'être rétablis une fois qu'il accède au pouvoir. Donc vous voyez un peu comment remettre le désordre. Voilà, c'est-à-dire il y a toujours de la manipulation dans les esprits quand il s'agit d'action publique. Donc quand par exemple les mesures touchent un certain nombre d'intérêts ou de personnes, même lorsqu'elles ont une portée générale, elles portent l'empreinte de l'intérêt général, on les caricature, on les transforme et on en fait, si vous voulez, une leitmotiv de campagne politicienne. Et il me semble que ça a dû un peu favoriser cet engouement-là, un peu pour dire donc aux autorités en place, bon voilà ce que nous pensons être plus conforme donc à nos desiderata, voilà vous que nous avons soutenu ou que nous avons accepté, voilà ce que vous nous avez fait, donc pour vous répondre, nous accueillons celui qui s'oppose à vous. Donc c'est un peu, si vous voulez, en termes de psychologie, ce qu'on appelle un effet cathartique. Il n'y a pas que des militants de l'Oumana qui étaient à cet accueil-là, si vous avez bien observé. Il y avait des gens qui ne faisaient même pas la politique, en tout cas qui étaient disons, sous le coup, non pas des acteurs de la société civile, des citoyens qui n'étaient pas en tout cas politiquement affichés, donc qu'on a vu au niveau de cet accueil-là. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que c'est ce qu'il a dit chez lui. Quand il était arrivé chez lui, évidemment, sous l'effet de projecteurs, un peu, si vous voulez, l'effervescence partisane, il dit qu'il réitère, il affirme donc sa fidélité à Hama Amadou. Et moi, j'ai pensé qu'en fait, c'est plutôt aux partis, aux idéaux donc qu'ils défendent, qu'il faut plutôt réitérer sa fidélité, sa confiance, sa cohérence et sa constance. Très bien, c'est bien compris. Donc vous voyez un peu, si vous prenez... C'est du paradoxe pour vous. Non, c'est des petites subtilités qui nous rendent compte de l'état d'esprit dans lequel nos acteurs politiques sont. Et ce n'est pas un état d'esprit qui me semble être tout à fait positif et qui fait évoluer la démocratie. Très bien. Gary, est-ce que les militants du MNSD Nassara ont participé à ce cortège? Non, vraiment, je n'en sais rien. Vraiment, je vais vous mentir. Je n'en sais rien. Donc, probable, je ne sais pas. Hein, mais dans le contexte actuel, je ne vois pas pourquoi les militants du MNSD Nassara vont partir. Parce que le MNSD Nassara est quand même dans une logique de rejoindre la mouvance présidentielle. N'est-ce pas? Les tractations vont bon train. Donc, je ne pense pas si les militants du MNSD Nassara, peut-être ceux qui sont mécontents de la décision d'aller avec le gouvernement, eux, ils vont peut-être partir. Mais bon, moi, je ne peux pas vous dire ça. Alors, comment doit se faire à présent sa rentrée politique, sa rentrée parlementaire? Comment elle doit se faire? Comment doit se faire le mécanisme? J'aimerais quand même aussi dire ce que Béchar a dit, c'est vrai. C'est vrai que c'est pratiquement, dans une partie, on ne fait pas allégeance au chef. C'est-à-dire on fait allégeance à la structure. Au parti. Voilà. Mais, oui, aux idéaux. Et c'est quand même
il faut commencer à s'affirmer politiquement. C'est-à-dire que c'est un peu... c'est léger, hein, non, c'est dégradant à chaque fois de... Non, vous n'avez pas besoin de le dire. Déjà, quand vous dites que non, vous restez fidèle aux idées de Lumana, on sait que Lumana est un président, n'est-ce pas? Mais quand vous dites que vous êtes fidèle à c'est comme si vous dites que non, le parti appartient à un tel. Oui, c'est comme si bon, non. C'est-à-dire qu'il faut avoir une culture politique. Bon, il est en train de se construire. Vous comprenez? Ça reste beaucoup. Il faut le comprendre, quelqu'un qui sort de prison. Voilà, aussi, qui sort de prison. Bon, je comprends bien l'émotion et puis les micros. Bon, les gens, vous n'êtes pas tout le temps obligé, n'est-ce pas, de parler au micro. Vous pouvez dire que non, vous êtes sorti, vous allez réagir plus tard. Voilà. Prenez un peu de temps pour réfléchir. Ah oui, voir des conseils, parce qu'il y a des conseillers. Il y a des journalistes que vous pouvez appeler. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que je peux leur dire? N'est-ce pas? Vous demandez, mais vous alliez dire quoi? J'allais dire que non, je fais toujours confiance, je suis toujours fidèle à Mamadou. Non, ne dis pas ça. Vous êtes toujours fidèle aux idéaux de Mouréné Faloumana. Et c'est ça. Et là, on va voir vraiment quelque chose de vraiment culturellement fondé, quoi. Culturellement et très fort. Mais le fait de chaque fois, c'est comme si non, le parti n'existe pas. On est militant d'un homme. Il faut oublier ça. On n'est pas militant d'un homme, non. On est militant d'une formation politique. Dans une formation politique, il y a tout. C'est vrai, il y a le chef. N'est-ce pas? Et dès que vous dites que vous êtes fidèle à ce parti, ça veut dire que vous êtes fidèle au chef. C'est automatique. Maintenant, comment est-ce qu'il va réorganiser sa rentrée politique? Et je pense qu'il va prendre un temps pour se reposer. N'est-ce pas? Recevoir de la famille qui va venir, aussi bien de Niamey que de l'intérieur du pays, n'est-ce pas? Et recevoir tout. Et puis essayer de réorganiser la section. Parce que depuis qu'il était en prison, la section de Niamey était pratiquement moribonde. Hein? Il n'y avait pratiquement rien. Et ça prouve que vraiment la tête a été coupée. Ce mandat en prison, au mode de grande prison, bon, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait prendre la relève pratiquement. Oui, il n'y avait pas. Il y avait monsieur Kimba de la section des jeunes qui a tenté un peu mais c'était compliqué, vous comprenez. Mais lui, il est revenu. Je pense que lui, maintenant, la première activité, c'est qu'il va essayer d'organiser peut-être un meeting quand il va se reposer. Et participer à la prochaine session de l'Assemblée nationale et démontrer qu'il est revenu maintenant de l'hémicycle et qu'il est revenu pour reprendre sa place. Et c'est sans problème, ils vont accepter, l'Assemblée va accepter, sans problème, il va reprendre sa place. Oui, je pense que l'Assemblée va accepter parce que, selon ce que quelqu'un m'a dit, sur la liste de présence au niveau du Parlement, on met toujours son nom, mais on met empêché. Ou on met un truc comme ça, je crois à un truc empêché. Bon, ça veut dire que si l'Assemblée nationale était dans une logique, n'est-ce pas, de vouloir empêcher à des gens de venir au Parlement, ça ne serait pas comme ça. Non, je pense qu'on est dans une logique d'accalmie politique, n'est-ce pas? Où je pense que tous les députés qui sont en prison, qui vont être libérés, vont reprendre leur place sans problème, n'est-ce pas? On ne va pas trop s'approcher au texte, n'est-ce pas? On va voir que l'intérêt national, la stabilité nationale, et puis bon, les débats vont reprendre dans l'intérêt de la nation. Très bien. Bachar, alors à quel changement faut-il s'attendre justement dans la formation du nouveau front de l'opposition avec la libération de Ousmane Sango? Bon, quelle configuration? Ça, c'est une question assez large. Mais avant de répondre à celle-là, j'aimerais quand même souligner un peu que, en fait, ce que Gary dit est vrai, mais cela est surtout lié à la forme, si vous voulez, paroissiale, donc de l'organisation, de structuration et de fonctionnement des partis politiques au Niger. C'est pas qu'il n'y a pas de compétences au sein du Lumana qui peut faire autant que lui. Et je crois bien les jeunes gens comme l'autre qui était à Orange là à un moment, Bana et autres, c'est des gens qui s'expriment quand même très bien, ils sont mobilisateurs, ils ont une certaine force aussi, si vous voulez, de mobilisation. Je ne pense pas qu'ils aient ces problèmes au point de dire que s'il n'y a pas un tel, le parti ne peut pas fonctionner. Mais on l'a cultivé, on a transformé le parti en de structures unipersonnelles. Quand le chef n'est pas là, tout disparaît, rien ne fonctionne. Et ça, donc bien. Ça c'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement des partis politiques qui fait que, en tout cas, ils ne répondent pas aux exigences, aux normes auxquelles on peut se référer quand on parle des partis politiques.
Vous voyez, donc ça, c'est un problème. Maintenant, la nouvelle configuration. Vous avez, d'une part, le départ du MNSD, donc, qui était jadis, lors du premier mandat du président de la République, donc chef de file de l'opposition, donc qui n'ont plus à leur sein les chefs de file de l'opposition. Ils ont trouvé que du point de vue politique et stratégique, ça leur serait plus rentable et plus logique d'être du côté du pouvoir, au moins pour sauvegarder leurs arrières et être plus solides pour les élections à venir. Et vous avez de l'autre côté une espèce de remobilisation, si vous voulez, de certains partis politiques. Il est vrai, on peut dire qu'ils ne sont pas très présents sur l'ensemble du territoire national, mais qui, à certains égards, pour certains d'entre eux, constituent quand même des symboles sur lesquels il faut un peu s'attarder, puisque certains, parmi eux, en tout cas, sont des anciens militants du parti au pouvoir actuellement, c'est-à-dire le PNDS. Je vais parler ici notamment de Racine Hadenkai, donc qui est dirigé par Madame Barré et Madame Baya. Vous avez le parti de Maître Sule, donc Yerda. Vous avez le parti d'Araja, de Ajikirgam. Pour ne citer que cela, c'est-à-dire c'est des anciens militants du PNDS maintenant qui sont avec l'opposition actuelle, donc Lumana. Du point de vue de stratégie de lutte, du point de vue de certaines résistances, on peut considérer que Lumana peut bénéficier de leur connaissance politique, de leur expertise et surtout de leur capacité à pouvoir faire face donc à leurs anciens camarades. Établir un plan d'action. Voilà, faire un plan d'action. Très bien. Donc la configuration, il me semble que maintenant quand on regarde l'ossature politique actuellement, on voit que vraiment le pouvoir est largement majoritaire. Et ça, c'est une évidence, puisqu'il y a des effets de foule, certes, ici pour le Lumana à Niamey, un peu dans une ou deux autres régions. Quand vous partez à l'intérieur du pays, vous avez l'impression que les partis de l'opposition n'existent plus. Très bien, très bien. Donc il y a quand même ces constats-là à faire. Très bien, c'est bien compris. Mesdames et messieurs, oui, vous voulez... Oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il faut aussi comprendre que bon, à Niamey, Lumana a fait le plein. Oui, voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire que les partis proches du gouvernement, le PNDS ils n'amènent pas large à la capitale. C'est-à-dire qu'ils sont abattus à plate couture ici, vous comprenez? Mais bon, un parti c'est pas seulement une ville, c'est-à-dire il faut que ce parti grandisse, n'est-ce pas, qu'il puisse s'étendre, qu'il puisse avoir une influence pour être un parti grand, mais on ne peut pas compter sur une capitale pour gagner une élection. Très bien, très bien. Mesdames et messieurs, le président de la République a remplacé au cours d'un conseil des ministres M. Alkash Alada, président de la Cour des comptes, jugé à tort ou à raison partisan par les magistrats, en remplacement de M. Seydou Sidibé, ministre de l'économie et des finances. Alors, l'ancien président de la Cour des comptes, M. Alada, a été, il faut le dire, nommé à la tête du Conseil d'État, une institution judiciaire de très grande importance capitale. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, la Cour des comptes est la plus grande, la plus haute, il faut le souligner, juridiction, en tout cas qui contrôle des finances publiques. Elle est chargée de juger les comptes de l'État, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publiques, des autorités administratives et de toute organisation ou organisme bénéficiant du concours financier de l'État et même de ses démembrements. Alors, mesdames et messieurs, les nouveaux présidents de la Cour des comptes et de la Cour des comptes ont prêté serment le vendredi dernier. C'était devant le président de la République, chef de l'État. Mais leur nomination à la tête de ces institutions judiciaires continue de susciter chaque jour que Dieu fait des vagues
polémiques, notamment au niveau des professionnels de la justice. Alors, comme il fallait s'y attendre, le syndicat national des magistrats du Niger, SAMAN, a rendu publique une déclaration relative à l'indépendance de la justice au Niger. Dans celle-ci, le SAMAN a rejeté les décrets portant nomination du premier président de la Cour des comptes et celui du premier président du Conseil d'État, qu'il qualifie de rejet par le non-respect des textes régissant la Cour des comptes et le Conseil d'État. Nous suivons le reportage de la prestation de l'Elsaman. C'est comme de tradition avant de prendre fonction que M. Al-Kash Al-Hada et M. Seydou Sidibé, respectivement premier président du Conseil d'État et premier président de la Cour des comptes, ont prêté serment devant le président de la République, Issoufou Mahamadou, en présence du président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, des membres du corps diplomatique et de leurs familles respectives. M. Al-Kash Al-Hada et M. Seydou Sidibé ont juré de respecter et de faire respecter la Constitution. Qu'avant d'entrer en fonction, vous devez prêter serment. Je vous rappelle la formule du serment. Je cite: je jure devant Dieu et devant les hommes de bien et fidèlement remplir la fonction dont je suis investi, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret de délibérés et de votes auxquels je peux être appelé à participer, de ne prendre aucune position publique ou privée sur les questions relevant de la compétence du Conseil d'État et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Monsieur Al-Kash Al-Hada, je jure. Monsieur Seydou Sidibé, je jure devant Dieu et devant les hommes de bien et fidèlement remplir la fonction dont je suis investi, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois et règlements en vigueur, de garder le secret de délibérés et des votes auxquels je peux être appelé à participer, de ne prendre aucune position publique ou privée sur les questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Monsieur Seydou Sidibé, je vous donne acte de votre serment, renvoi à l'exercice de vos fonctions. Nommé au Conseil supérieur de la magistrature du 9 septembre dernier, Al-Kash Al-Hada est un enseignant-chercheur, précédemment premier président de la Cour des comptes. Seydou Sidibé, économiste, était quant à lui précédemment ministre des Finances. Ainsi, le président de la République a renvoyé les deux présidents à l'exercice de leurs fonctions. Eh bien voilà, Maman Bachar, pourquoi une telle nomination, en tout cas, fait couler beaucoup d'encre et de salive? Bon, il me semble, si on suit un peu la réaction du syndicat autonome des magistrats, il reprocherait à ces hauts magistrats leur, disons, oui, en tout cas, c'est aux magistrats leur, si vous voulez, activité partisane, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et je pense, de leur point de vue, que de hautes juridictions comme celle-là doivent être animées par des personnalités dont, si vous voulez, l'activité partisane n'est pas connue du public, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas affichés. Les gens peuvent naturellement avoir le sens dans lequel ils votent, mais il était interdit, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, pour le cas du Niger, à ceux qui ont l'autorité de juger, donc d'avoir, si vous voulez, une activité partisane connue, c'est-à-dire être connu des partis politiques, avoir des activités qui sont similaires voilà, avec la politique dans le sens partisan du terme. En un mot, être magistrat. Voilà, en un mot, être magistrat. Et comme vous le savez, dans nos juridictions, ce n'est pas tous les juges qui sont des magistrats.
il y a des juges qui sont nommés et qui ne sont même pas juristes dans certains cas. Si vous prenez par exemple la Cour des comptes, elle n'est pas animée que par des magistrats professionnels. Elle est également animée par des experts comptables ou par des personnes expertes ou sachantes en matière de vérification de comptabilité, c'est-à-dire qui ont des compétences sur la matière financière, sur la comptabilité, qui statuent, qui jugent les comptes dans leurs compétences à la matière. Donc, et quand le juge, il rend des décisions qui sont des décisions juridiques et judiciaires. Et vous avez par exemple au niveau du Conseil d'État des administrateurs de haut niveau, donc qui, du fait de leur expérience, de leur connaissance de l'administration, de son fonctionnement, peuvent être également juges au niveau du Cour des comptes sans être des magistrats professionnels. On a comme l'impression que la SAMAN veut dire que la nomination du ministre à la tête de cette Cour est une violation de la Constitution. Est-ce que le ministre des Finances peut occuper ce poste? Bon, naturellement, il me semble, à partir du moment où il est nommé à la Cour des comptes, il cesse d'être ministre des Finances, puisque dans tous les cas, il ne peut pas appartenir à la fois au pouvoir judiciaire et au pouvoir exécutif concomitamment, étant entendu que la Constitution consacre la séparation de ces trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc ils ne peuvent en aucune manière se confondre, mais ils ont des relations intersées, c'est-à-dire des relations de fonctionnement. Il me semble que Monsieur Sidibé a dû démissionner de son poste de ministre des Finances avant de se voir confier la gestion de la Cour des comptes, dont le président venait donc de finir son mandat. Donc il fallait pourvoir à son remplacement. Et ce que disent les membres du syndicat de magistrats, si on a bien compris, c'est que il y a donc de possibilités à ce que ces personnalités, du fait de leur si vous voulez, activité particulière, ils peuvent ne pas pouvoir être, si vous voulez, impartiaux dans l'appréciation donc des dossiers qui seront soumis à leur appréciation. Donc moi je pense que ça pose tout le débat de cette question de réserve, en tout cas pour les magistrats professionnels ou les juges de manière générale, puisque chaque fois que vous êtes dans une position où vous devez rendre des décisions, notamment de justice, les gens s'attendent de vous une certaine impartialité, une certaine intégrité, une certaine équidistance par rapport aux intérêts présents. Donc je pense que c'est un peu ça qu'il pose comme problème. Le deuxième problème qu'il pose, c'est le problème d'indépendance même en fait de l'institution, c'est-à-dire du pouvoir judiciaire. Ils ont dit que le lieu habituel et le lieu le mieux indiqué donc pour tenir par exemple le Conseil supérieur de la magistrature serait plutôt le siège de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction en matière judiciaire au Niger, et ils ont dénoncé le fait que cette instance soit délocalisée pour être tenue au niveau de la présidence de la République. Donc, et maintenant, naturellement, ils ne comprennent pas pourquoi ça a pu avoir lieu au niveau de l'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères, au lieu qu'il s'assoit au niveau de la Cour de cassation. Je crois que c'est bien compris. Alors, Garé, on sait que le ministre des Finances est le principal ordonnateur, puisque c'est de ça qu'il s'agit, du budget national, du budget de l'État. Alors, et principal aussi judiciable, potentiel de la Cour des comptes. Dans ce cas de figure, est-ce que
est-ce que le ministre des Finances ne devient pas en quelque sorte juge et partie à la fois? Non, moi j'ai suivi la déclaration du Saman. C'est drôle quand le Saman dit que pourquoi la session du Conseil supérieur de la magistrature s'est tenue à la salle de l'auditorium Sani Bako. L'auditorium Sani Bako est une salle publique. Le Saman même a mené des activités là-bas. Plusieurs fois. Plusieurs fois le Saman a mené des activités là-bas. Donc on arrête. C'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. Une fois je le dis. Comprenez, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Tout le reste là, c'est inutile. Le débat là, moi je trouve qu'il ne devait même pas amener le fait que ça a été délocalisé. Moi je pensais que ça a eu lieu dans l'enceinte de la présidence. Non, c'est à l'auditorium de Sani Bako. L'auditorium de Sani Bako, c'est pas une scène publique. Le Saman n'a pas mené des activités là-bas. Combien de fois? Bon, donc on arrête. Maintenant, ils ont avancé des arguments. Moi je suis pas un juriste. Ils ont cité les articles, etc. Je reconnais, c'est pas mon domaine, n'est-ce pas? Je ne peux pas intervenir dans ce débat-là. Moi, je pense qu'au niveau du gouvernement, ou en tout cas de ceux qui dirigent, il y a des experts juristes qui peuvent répondre au Saman. Moi, je ne peux pas le faire, parce que je ne maîtrise pas cette question-là. Mais ce que je sais, pour la Cour des comptes, c'est qu'on ne peut pas mettre un magistrat simple au niveau de la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes, c'est très technique. Parce que c'est des affaires de chiffres, comme l'a dit Bachar. C'est des affaires de comptabilité, c'est des affaires de finances, c'est des affaires d'économie. Il faut quelqu'un qui soit calé dans le domaine. Qui s'y retrouve. Mais c'est clair, on ne peut pas mettre un simple magistrat. Vous pensez que le président du syndicat des magistrats contre la main au niveau de la Cour de compte, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va nager. Le SG du Saman, si on l'amène là-bas au niveau de la Cour de compte, il va nager. Parce qu'il faut connaître les chiffres. Il ne s'agit pas simplement de connaître les lois. Non. La Cour de compte, c'est une juridiction à part. Elle vérifie les comptes publics. N'est-ce pas? Elle vérifie tout. Est-ce que tout a été fait dans les normes financières? Comment voulez-vous qu'on amène un simple magistrat là-bas qui va nager, qui ne va rien comprendre, à qui les techniciens vont faire le travail, ils vont venir, ils vont lui amener, ils vont signer? Ça ne sert à rien. Mais Seydou Sidibé a les compétences. Et pourquoi, pour répondre à votre question, est-ce qu'il ne sera pas jugé parti? Non. S'il y a bien quelqu'un qui ne sera pas jugé parti, c'est Seydou Sidibé. Rappelez-vous quand même, c'est lui qui a dit que la situation financière est difficile. Pourtant, il est du pouvoir. Mais il l'a dit pourquoi? Parce qu'en matière de finances, on ne ment pas. Parce que chaque mot a sa valeur, chaque mot a une conséquence. À sa portée aussi. À sa portée. Donc, c'est lui. Moi, ça m'étonne quand les gens disent que non, il sera jugé parti au niveau de la Cour de compte. Non. Donc, les gens n'ont rien compris. Ils ne savent pas qui c'est Seydou Sidibé. Et le président sait pourquoi il l'a mis là-bas. Pourquoi il n'a pas mis quelqu'un d'autre. C'est ce monsieur, je vous dis, qui à l'Assemblée nationale est venu dire que non, ça ne va pas économiquement pas là. Pourtant, il y a de la majorité. Et il faut le reconnaître. Mais, donc, c'est une personnalité crédible au niveau de la Cour de compte. Très bien. En un mot Garé, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que le Saman veut faire savoir, qu'est-ce que le Saman veut véhiculer à travers sa déclaration? Oui, à travers sa déclaration, moi j'ai compris plutôt, ils se sont beaucoup plus appréhendés sur le cas de Al-Kash. Parce qu'ils disent que Al-Kash n'est pas un magistrat. Bon, j'ai fait l'erreur de ne pas lire la Constitution au niveau de la Cour d'État pour savoir qui est-ce qu'on nomme au niveau de la Cour d'État. Qui est habilité à diriger? Qu'est-ce que dit la Constitution? Voilà. Mais certains m'ont dit que non, avant d'être nommé à la Cour d'État, il faut que tu sois conseiller. Il faut que le président signe un décret qui te met comme conseiller au niveau de la Cour. Et selon ce que certains m'ont dit, Al-Kash aurait été nommé conseiller au niveau de la Cour d'État. Et donc, le fait qu'il ait été conseiller au niveau de la Cour d'État lui donne les prérogatives d'être... En tout cas, il le met dans les prédispositions pour être nommé président de la Cour d'État. Bon, ça c'est ce que les gens disent. Il y a d'une part ce que le Saman a dit, et on attend maintenant la réaction des juristes qui sont proches du pouvoir pour pouvoir apprécier. Maintenant, nous sommes des acteurs de la société civile. Nous voyons un sujet juridique. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que jusqu'à présent, il n'y a aucune réaction. En tout cas, à ma connaissance, je ne sais pas si vous avez suivi. Au niveau du pouvoir, il n'y a aucune réaction
pour contredire ce que le Saman a dit. Malgré le tapage médiatique. Mais quand même, une déclaration aussi musclée que celle-là, n'est-ce pas? Où on déclare, parce qu'il y a une menace de journée sans comment ils appellent ça, sans justice. Sans justice, un truc comme ça, une grève. Donc, moi je pense, il y a des juristes au niveau en tout cas de pouvoir qui peuvent s'organiser et venir expliquer que contrairement à ce que le Saman a dit, voilà les bien fondés de la nomination de Taleb. Parce qu'ils vont attaquer point par point. Le Saman a parlé de telle loi, parce que dans les déclarations, ils ont dit qu'il y a une violation de telle loi. Eh bien, par rapport à telle loi, que dit cette loi? Pourtant, voilà ce que la Constitution dit. Voilà parce qu'au Niger, il y a aussi un problème. C'est que parfois, les textes, il y a des contradictions entre les textes et la Constitution. Donc, il y a un travail de toilettage, on l'a toujours appelé, qu'on doit faire. Maintenant, est-ce qu'il y a des contradictions entre les textes? Mais, il faut impérativement qu'au niveau du pouvoir, qu'il y ait une réaction urgente même. Urgente, pour montrer que non, pour en tout cas éclairer les lanternes, pour donner un autre son de cloche. Parce que pour le moment, c'est là où je pense que la communication est quand même n'est pas en train de réussir. Parce que pour le moment, les gens n'ont que la à se mettre sur la... Il n'y a que ça. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un venir sortir, ou un acteur de la société civile proche du pouvoir, ou en tout cas un juriste proche du pouvoir, ils sont connus, n'est-ce pas, qui ont une expertise en matière, qui soient sortis sur les zones pour attaquer la déclaration du Saman, pour dénoncer, pour dire que ce que le Saman a dit n'est pas vrai. Donc, et si vous ne dites rien, c'est comme si vous consommez. Hein. Mais moi, je ne peux pas comprendre, moi, je ne peux pas diriger et qu'on sorte une déclaration comme ça, que je ne puisse pas instruire des gens, appeler mes conseillers pour me dire, mais écoutez, voilà ce que le Saman dit. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah non, le Saman, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Bon, donc organisez-vous et faites un truc sur les zones des médias. Vous ne pouvez pas vous taire comme ça. Il n'y a que la déclaration du Saman qui circule en boucle depuis plus d'une semaine. Et puis les gens sont là assis, mais il ne faut rien. Mais quand même. Très bien. Alors, Bachar, vous connaissez les textes, ce que les textes disent. Qui est habilité à diriger la Cour des comptes? Qui? Qu'est-ce que disent les textes de façon précise? Les deux textes cumulés. Comme vous le savez, dans ces juridictions-là, d'abord il y a un fait qu'il faut relever tout à l'heure quand Garé parlait du SG de Saman. Je pense qu'il est bel et bien capable de diriger une juridiction même compétente en matière financière. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les juridictions qui ont un caractère de spécialité, je vous ai dit que il y a deux types de personnalités qui y siègent. Il y a des personnalités qui viennent donc par le mécanisme de désignation de hautes personnalités de l'État, notamment le président de la République, le président de l'Assemblée, et le Premier ministre éventuellement dans certains cas. Et il y a le deuxième groupe qui est constitué de professionnels. Ces professionnels-là, il y a parmi eux ceux qui sont des juristes, donc de magistrats professionnels, et il y a ceux qui sont de la matière qui est en question au niveau de la juridiction en question. Ici, par exemple, pour le cas de la Cour des comptes, vous avez les experts comptables, les économistes, qui sont des juges et qui sont nommés juges au niveau de la Cour des comptes, mais qui ne sont pas des juristes, qui ne sont pas des magistrats. Et vous avez un nombre important de juristes qui ne sont pas magistrats. Donc il faut que les gens comprennent. En fait, quand on parle de magistrats professionnels, ce sont ceux qui ont fait l'école de magistrature et qui sont nommés par décret comme magistrats. Mais il y a des juges qui ne sont pas magistrats. Et dans le cas d'espèce, donc pour le cas du professeur Alkash, c'est quand même un professeur de droit. Moi j'ai eu l'opportunité de suivre ses enseignements il y a plus de 20 ans de cela au niveau de la faculté du droit. Je trouve que quand même un professeur de droit, on ne peut pas
dire qu'il ne peut pas être à la tête d'une juridiction, comment on appelle ça, pour voilà. Non, pas qu'il ne peut pas qu'il peut être juge et parti, ça c'est une autre dimension. Ici je parle de la dimension technique, c'est-à-dire est-ce qu'il est habilité, est-ce qu'il est compétent pour le faire. Maintenant, l'autre aspect, c'est-à-dire le caractère partisan, là c'est une autre dimension de la question. Là c'est à la personnalité de prouver qu'elle peut faire le départ entre son obédience partisane par rapport aux obligations de sa charge. Et puisque les obligations impliquent l'impartialité, impliquent l'intégrité, impliquent vraiment tout un ensemble de choses que tout le monde connaît en cette matière, parce que vous êtes appelé à juger. Alors, et quand vous êtes appelé à juger, la première des choses qu'on attend de vous, c'est l'intégrité, l'impartialité. Alors Bachar, est-ce que le président de la Cour des comptes n'est pas nommé en principe par décret pris par le président de la République, mais cette fois-ci sur proposition du ministre en charge de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature? Est-ce que ce n'est pas cette procédure qu'il faut suivre? Il faut vous référer simplement donc au texte de ces différentes institutions-là pour voir la composition exacte donc de juges composant donc les juridictions. Vous savez, il y a un premier président, il y a un deuxième, un troisième, un quatrième. C'était, si vous voulez, par le passé, dans les anciens textes, c'est-à-dire de 62, c'est l'ensemble des chambres qui sont regroupées dans une cour unique qu'on appelait Cour suprême. Au niveau de la Cour suprême, vous avez la chambre constitutionnelle, vous avez la chambre de compte et des disciplines budgétaires, vous avez la chambre judiciaire et vous avez la chambre administrative. Donc ce sont ces chambres-là maintenant qu'on a transformées en cour départ, donc les directives de l'UMOA. Et on a fait la Cour de compte, donc pour le compte et discipline budgétaire. On a fait la Cour de cassation pour ce qui concerne la chambre judiciaire. On a fait le Conseil d'État pour ce qui concerne la chambre administrative. Donc ce sont donc ces anciennes chambres-là qui sont transformées maintenant en cour. Maintenant, pour comprendre et qui doivent être là-bas et comment s'est fait le mécanisme de nomination, il faut vous référer justement au texte donc créant ces différentes institutions. Et vous avez, c'est pas seulement dans cette institution, dans toutes les autres institutions de la République qui ont un caractère moins juridique, c'est à peu près le même type de composition. Vous prenez le Conseil supérieur de la communication qui vous concerne le plus. Les gens viennent de toutes les corporations et c'est finalement celui qui représente le président de la République qui devient le président de l'institution en question. Et cela ne fait pas de cette institution une institution inféodée au pouvoir, puisque le président n'est pas celui qui va aiguillonner la vie de l'institution. C'est des délibérations que l'institution va rendre. Et dans ces délibérations-là, c'est l'ensemble des membres qui auront statué et signé. Le président ne fera que constater ce que l'institution aura arrêté par rapport à tel ou tel cas. Je crois que c'est bien clair. Alors, Gary, en un mot, parlant de cette prestation de serment, est-ce que le secret de cette prestation de serment enrôle un certain propos? Je cite, je jure devant Dieu et devant les hommes de bien et fidèlement remplir la fonction dont je suis investi, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois et règlements en vigueur, de garder le secret des délibérés et des votes auxquels je peux être appelé à participer, de ne prendre aucune position publique ou privée sur les questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Gary, est-ce que ces deux personnalités vont se conformer à ces propos, à cette exigence? Mais la prestation de serment est faite pour ça.
Mais c'est justement, c'est pourquoi j'ai dit que quand le Saman dit que oui, ce sont des personnalités politiques, on fait comme si la prestation de serment ne sert à rien. La prestation de serment, c'est extrêmement important. Parce que vous jurez de faire bien le travail. Et à partir du moment où vous jurez de faire bien le travail, eh bien, vous prenez votre destin en main. C'est clair. Ce n'est pas, comme l'a dit Bachar, c'est pas... Il faut que les gens se départissent. Vous savez, c'est les mêmes types d'attaques qui ont eu lieu contre la présidente de la Cour constitutionnelle. On dit, ah non, la présidente de la Cour constitutionnelle est proche du président de la République, donc ça veut dire que les résultats des élections seront truqués. Comme si, à la Cour constitutionnelle, il n'y a qu'une seule personne qui décide. Alors qu'il y a 7 membres, et chacun vote. Et c'est quand il y a une égalité, un ballotage que la présidente de le vote est prépondérante. Voilà, là où sa voix se trouve, c'est là qui est prépondérante. C'est tout. Donc il faut que les gens arrêtent de penser que non, les présidents des institutions, c'est eux qui décident on décide que, par exemple, au niveau du Conseil supérieur de la communication, non, c'est Abraham Ousmane qui décide ça. C'est au niveau de tel cours, c'est un tel qui décide. Non, ce n'est pas ça. C'est toute une équipe. Non, arrêtons d'abrutir les citoyens. Les citoyens sont intelligents maintenant, ils comprennent. On met, parce qu'une institution a besoin d'un chef. N'est-ce pas? Mais les lois nigériennes ont fait les choses de telle sorte que, d'abord, il faut qu'il y ait une possibilité d'égalité. Il faut que les membres soient un chiffre impair. Et il faut que, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de vote, et c'est le vote qui détermine la décision finale. Dans toutes les institutions. Au niveau de la Cour de compte, c'est comme ça que ça va se passer. Très bien. Au niveau du Conseil d'État, c'est comme ça que ça va. C'est pas Al-Kash qui va dire, ah non, moi je décide que non, le dossier là, c'est pas bon. Donc, c'est pas comme ça. Très bien. Mesdames et messieurs, le gouvernement nigérien, nous n'avons pas assez du temps, Bachar, nous n'avons pas assez du temps. Nous n'avons pas assez du temps, Bachar. Mesdames et messieurs, le gouvernement nigérien, en Conseil des ministres, a adopté une série de décrets portant ouverture du marché de l'électricité et fixant les conditions d'attribution de licences d'importation, d'exportation de l'énergie électrique sur le sol nigérien. Le premier décret fixe notamment les conditions d'accès des tiers au réseau de transport de l'énergie électrique sur le territoire national, moyennant paiement d'un droit d'accès. Le second décret détermine les règles tarifaires applicables au sous-secteur de l'électricité. Le troisième décret fixe quant à lui les conditions et les modalités d'attribution des licences d'importation, d'exportation et de transit de l'énergie électrique au Niger. Alors, en rappel, le monopole de la fourniture de l'électricité électrique est jusque-là, en tout cas détenu par la seule et unique société de l'État, à savoir la Nigélec. Alors, mais ces dernières années, il faut le dire, la Nigélec, même avec l'apport de l'interconnexion de haute tension qui fournissait plus de 80% du courant électrique consommé au Niger à partir du Nigeria, n'arrive plus à satisfaire la demande nationale de plus en plus croissante. Les Nigériens vivent tous les jours, chaque jour que Dieu fait, de leur chair, les coupures intempestives de la fourniture d'électricité sans aucun espoir en perspective. Alors, c'est Garé ou c'est Bachar? Alors, Bachar, qu'est-ce qu'on peut comprendre véritablement par ces 3 décrets? Non, moi je pense que ces décrets viennent compléter celui qui a été déjà pris il y a environ 4 à 5 mois, visant une espèce de libéralisation donc, du secteur pour permettre à des opérateurs privés d'organiser, si vous voulez, la production, les transports et la commercialisation de l'énergie électrique dont nous avons fortement besoin. Et comme vous le savez, les capacités réelles, en tout cas de couverture de la Nigélec, sont à présent énormément dépassées. Les citoyens, j'allais dire les consommateurs, sont de plus en plus exigeants en matière de consommation de l'énergie électrique parce que vous avez la climatisation, les brasseurs d'air et tout, maintenant qui sont dans tous les foyers, alors que par le passé, c'était vraiment un nombre assez infime. Vous avez l'accroissement quand même important de la population
que vous constatez même ici au niveau de Niamey, qui était juste une petite ville d'environ 100 000 à 200 000 habitants, qui dépasse aujourd'hui largement les 1 million. Donc vous voyez, les besoins sont énormes. Ils sont en train de quintupler tous les jours. Et quels que soient les investissements que la Nigélec arrive à faire, elle constate par elle-même qu'en fait elle est dépassée. Rien qu'hier, tout le monde a dormi pratiquement voilà, dans le noir. Il n'y avait ni brasseur d'air, ni climatisation. Hier, sauf quelques privilèges de groupes électrogènes et autres, ou en tout cas l'énergie solaire, qui ont pu quand même s'extraire de cette situation. Donc, ce qui amène les pouvoirs publics à comprendre que aujourd'hui, il faut non seulement libéraliser les secteurs, mais il faut accompagner les acteurs dans un partenariat même public-privé pour permettre à ce que justement des opérateurs privés puissent s'installer pour la production, la commercialisation de cette énergie que les gens en ont tellement besoin. L'énergie solaire, nous en avons besoin parce que notre pays, c'est un pays de soleil. On a le soleil pratiquement 11 mois sur les 12 de l'année. Nous avons l'énergie éolienne, nous avons le charbon minéral, nous avons suffisamment de gaz. Pourquoi faire de la fixation sur une énergie qui non seulement nous coûte assez cher, en tout cas quand on regarde les niveaux de l'économie, mais qui est incertaine, puisque aujourd'hui, même le DG de la Nigélec ne peut pas vous garantir qu'aujourd'hui vous aurez votre énergie électrique 24 heures sur 24. Les coupures sont d'abord sans avertir. Et parfois c'est même après avoir fait tellement de dégâts aux gens qui sortent 48 heures après ou 72 heures pour dire que c'est un poumon qui est tombé au Nigeria, ou c'est des perturbations qu'ils ont eues à partir de Kanji, etc. Vraiment, c'est toujours la même litanie, en fait, que les gens ne comprennent plus et n'acceptent plus. Donc, pour vraiment couper court à ces situations qui deviennent de plus en plus intenables, parce que ça met en danger la vie des gens, hein, puisque ailleurs, les gens peuvent même formuler des poursuites contre la Nigélec par rapport à cet état de fait, puisqu'il y a des malades qui sont sous assistance. S'il fait chaud, il ne peut pas survivre. Vous avez la conservation de certains produits alimentaires qui, s'ils passent même 2 heures de temps sans électricité, ils sont périmés. Vous avez le fonctionnement des services, des institutions. Vous avez des entreprises qui fonctionnent avec l'énergie électrique. Vous faites une journée sans électricité, vous les coulez. Donc, ce qu'ils auront perdu là en une journée, même en un mois, ils ne peuvent pas le rattraper. Très bien, le temps. Alors, Garé, très brièvement, est-ce que l'arrivée du secteur privé peut, en tout cas, constituer un espoir pour les populations nigériennes? Mais c'est clair, les gens sont fatigués. C'est-à-dire que les gens souffrent. Mais rien que hier nuit, ou en tout cas ces derniers jours, je vous assure que la population, ce qu'elle est en train de subir, c'est horrible. Les gens n'arrivent pas à dormir. Il fait chaud. Il y a des moustiques. Mais comment les gens peuvent vivre comme ça? Moi, et ici vous pensez qu'il y a des malades qui sont dans cette situation-là, mais c'est très pénible. La Nigélec ne peut plus. Parce que la Nigélec, qu'est-ce qui se passe? La Nigélec, elle a un stock de mégawatts qui est fixe. Et chaque jour que Dieu fait, la Nigélec accorde des polices d'abonnement. Elle fait de nouveaux abonnés. Mais écoutez, vous avez 100 francs que vous distribuez à 20 personnes. Les mêmes 100 francs, vous les distribuez à 100 personnes. Les mêmes 100 francs, vous les distribuez à 1000 personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça veut dire que les gens vont avoir un peu. Et c'est ça qui continue. Et chaque année, les abonnés ne font qu'augmenter. Parce qu'il y a des constructions de maisons, les abonnés ne font qu'augmenter. Et la Nigélec a une capacité petite. Donc, et c'est ça tout le problème en fait. Elle n'a pas assez d'énergie et elle continue à faire des abonnés. Elle ne peut pas les gérer. Et c'est pourquoi le DG, une fois quand on l'a questionné, par rapport à une copie, il a dit que ah non, seul Dieu peut le bon, puisque c'est seul Dieu qui peut lever le problème, le président de la République a décidé que bon, finalement, on est arrivé à la conclusion que la Nigélec ne peut plus. C'est clair, c'est évident, il ne faut pas qu'on fuit la réalité. Elle ne peut pas, de l'état actuel des choses. Elle n'a pas de l'énergie pour nous donner, elle n'en a pas assez.
Et nous en avons besoin. Donc le secteur privé va venir régler le problème. Et comme il a dit, il y a l'énergie solaire, etc., etc. Moi, je pense que les privés doivent venir s'investir pour apporter l'énergie. Mais bien encadré. Bien encadré, bien sûr, parce qu'ils disent qu'il faut payer quelque chose, n'est-ce pas? Certainement que peut-être, je ne sais pas si à la Nigeria qu'ils vont payer ou quelque chose, quoi. Mais une chose est sûre, nous accueillons cette décision du gouvernement avec un ouf de soulagement. Nous pensons que cette fois-ci, on est au bout du tunnel. Parce que, il faut aussi le dire, Burubanda, on ne sait pas quand ça va s'ouvrir. Parce que ça, c'est un autre. Parce que quand on met en place le décret, j'ai comme l'impression c'est comme si on enterre Burubanda, parce qu'on avait quand même dit que Burubanda allait régler quand même beaucoup de problèmes énergétiques. Que va devenir Burubanda? C'est la question qu'il faut se poser, c'est la conclusion du débat. Très bien. Dernière question, Maman Bachar, puisque le temps, vous avez vu le temps qui nous est donné, en tout cas très à sa fin, et nous n'aurons pas la chance de suivre un reportage. Vous le savez, Maman Bachar, les élèves du primaire et du collège d'enseignement général, CEG, reprendront le chemin de l'école le 3 octobre prochain. C'est une rentrée en tout cas sans problème d'après les responsables de l'école nigérienne, mais qui s'annonce d'ores et déjà tumultueuse dans la mesure où le syndicat national des enseignants de base, SINASEB, constitué en majorité de contractuels, menace de tout bloquer si les autorités en tout cas n'épongent pas leur arriéré de salaire et de pécule qui vont de 3 à 4 mois dans certaines régions du pays. Alors, quel commentaire faites-vous en un mot, puisque le temps qui nous est donné très à sa fin? Oui, très rapidement, je pense qu'il y a une nécessité à ce que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver autour d'une table, comme on dit, pour évaluer la situation et faire des propositions, si vous voulez, objectives et, si vous voulez, possiblement applicables, puisque vous parlez de 3 à 4 mois d'arriéré. Il est fort à parier qu'à l'état actuel des choses, des finances publiques, que l'État ne soit pas tout à fait à mesure d'éponger d'emblée justement tous ces arriérés et pouvoir faire face aux exigences de fourniture, des déplacements, des affectations des agents, etc., etc. Mais il me semble que dans un sens patriotique, puisque l'école c'est le bien à tous, puisque il n'y a d'enseignants que quand il y a école. Donc eux-mêmes, ils doivent contribuer à ce que cette école publique de laquelle la majorité d'entre nous est ici soit sauvegardée, soit en tout cas, si vous voulez, le pilier de l'égalité des citoyens, le pilier en tout cas qui fournit à l'ensemble du pays, en tout cas, les cadres nécessaires pour son développement, pour que l'école publique ne soit pas dans une espèce de délaissement ou en tout cas j'allais dire de décrédibilisation. Donc il ne faut pas, de mon point de vue, commencer une année par déjà une tension syndicale qui va conduire à des grèves et à des mouvements, et finalement les parents ne savent plus à quel sens ils vont. Si bien que aujourd'hui, même ceux qui ont un niveau de vie assez modeste préfèrent amener leurs enfants dans les écoles privées. Il y a déjà ce mouvement, alimentaire aussi des enseignants-chercheurs. Voilà, des enseignants-chercheurs, au niveau des étudiants, au niveau des écoles professionnelles. Ça et là, vraiment, on a comme l'impression qu'il y a une espèce de tension qui se prépare et qui me semble en tout cas évitable, puisque on peut faire parler les différents acteurs et l'État doit faire tous les efforts nécessaires pour au moins garantir les débuts de l'année de manière sereine. Qu'on commence d'abord et ensuite au fur et à mesure, selon les possibilités qu'il y a, qu'on résolve quand même ces problèmes, notamment le problème du pécule et salaire, puisque c'est des problèmes existentiels quand même. Très bien, Garé, il n'y a pas du temps. Oui, ce que j'ai dit, c'est quelques secondes. Oui, je sais, ce que j'ai dit, c'est que les enseignants contractuels quand même ont raison. Donc quand même 4 mois d'arrêt de salaire. Vous savez, quand ils ont fait cette déclaration-là, c'est pour permettre à ceux qu'on puisse créer les conditions pour qu'on puisse le donner. Au moins ceux qui ont des 4 mois là, au moins 2 mois de pécule avant la rentrée. La marche tient du 5
Non, mais la marche, moi je pense que leur marche est juste. Mais 4 mois, je vous assure que les enseignants contractuels ont fait l'affaire de Tabaski sans pécule. Mais est-ce que vous pensez que c'est vivable? Est-ce que vous pensez qu'un enseignant contractuel peut faire la rentrée avec la faim? Avec la faim, vous pensez qu'il peut être un bon enseignant avec? C'est quand même. déplacé, voyager. Non, je pense que non, il faut avoir pitié de ces contractuels. Très bien, je crois que c'est on bien doit entendu. tout faire pour les payer avant la rentrée. Très bien, je crois que c'est bien compris. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce JT politique. Nous avons reçu sur ce plateau Maman Bachar. Maman Bachar est le coordinateur national du réseau Espérance, et Gary Amadou, il est journaliste et professionnel. Merci, mes chers invités, d'être venus. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à l'équipe technique. Merci à tous et à la semaine prochaine, Dieu pour là.